1991, premier prix national français de l'invention et de l'innovation. Le temps est venu pour que je contribue activement au développement technologique de l'Afrique. La révolution continue. Vous êtes constant, hein? Vous avez écrit ceci il y a quelques mois. Tout à fait. Vous le redites là. Le Bien temps sûr. est venu pour vous de donner un coup de pouce à votre continent. Oui, absolument. Lors de cette visite d'Emmanuel Macron à ce salon, vous étiez absent. C'est un de vos employés qui expliquait à Emmanuel Macron, président de la République française, excusez du peu, votre technologie. Oui. D'aucuns l'ont vu d'un mauvais œil votre absence. Où étiez-vous? Que faisiez-vous pour que le président de la République française arrive pour visiter votre travail et vous ne soyez absent? Vous savez, cette question, je souris parce que ça me rappelle lorsque étant jeune en terminale au lycée classique de Bafoussam, au Cameroun, je dis à mes amis, non, je ne ferai pas Polytechnique. L'école, le concours, je ne fais pas. Je ne fais aucun concours parce que je sais où je vais. Et ça a été vu comme une prétention. Mais c'est vrai, tu es prétentieux, comment tu peux négliger ce que tous... Non, je leur dis, ce n'est pas vrai, je ne suis pas quelqu'un de prétentieux. Je sais tout simplement où je vais, ce qui est mes priorités. C'est tout. Donc là, c'est pareil, ça me fait rire parce que certains m'ont dit, mais c'est vrai, tu devais te plier en 4 pour être présent, c'est toi qui devais être là pour présenter, excusez-moi, ça me fait rire, pour présenter mes produits au président de la République. Et non, je ne suis pas d'accord, pas du tout. Mais où étiez-vous? Que faisiez-vous? Non, parce que j'avais un agenda plus important, point. Voilà. Vous aviez un agenda plus important, oui, bien sûr, que la visite du président de la République française? Oui, sur mon centre, oui, bien sûr. C'est tout, c'est l'agenda plus important, vous savez. La vie, c'est comme ça, on sait où on va, on a des projets, et voilà. Avec des businessmen, je suppose. Vous savez bien que j'étais présent, donc j'étais conférencier à la Maison Blanche et au Pentagone, aux États-Unis, devant les congressmen, je leur expliquais, ils ont voulu me rencontrer pour que je leur explique la Digital Transformation. Voilà, je faisais partie des 5 sociétés les plus en vue sur la Silicon Valley que le gouvernement américain a convoqué juste quelques mois après cette visite. Donc vous comprenez, j'avais d'autres agendas qui vont dans le sens de ma technologie, de l'avancement. Donc si tous ces rendez-vous, etc., ont permis effectivement à Kaizen d'être un brevet, il faut quand même le dire, c'est le premier brevet technologique software en architecture que l'Amérique a validé pour quelqu'un qui est résident permanent dans la région Middle East Africa. Ça n'a jamais été fait. Wow. Impressed. Chers téléspectateurs, vous êtes toujours sujet à TV+, et comme vous le savez, nous recevons Dr Séverin Kézé, inventeur de la plateforme Kaizen qui va révolutionner le monde entier d'ici quelques jours seulement. Nous allons maintenant passer au fourre-tout pour terminer cet entretien. Vous êtes sur JMTV+. Dr Séverin Kézé, la gueule du loup sur la télévision France 3, en France bien sûr. Ah oui, la gueule du coin, je me rappelle. La gueule du coin, pardon. Ah oui. Le loup La gueule du coin sur France 3, c'est vieux, présenté par Julien Lepers. Vous savez qui est Julien Lepers? C'est l'homme qui faisait Question Point Champion. Ouais. Question Point Champion. Alors il vous reçoit dans une émission et vous êtes la gueule du coin sur France 3. C'était en quelle année ça? Ah, c'était en 91. Juste quelques mois après l'obtention de mon premier prix national de l'invention, de l'innovation, puisque je l'avais eu ce prix étant jeune, étant encore étudiant, en dernière année de ma thèse, et j'ai ce prix en tant que candidat libre, on va dire, puisque c'est pas un prix qu'on attribue aux personnes, c'est des prix pour les entreprises. Donc c'est des entreprises nationales qui sont présentes, et là ils ont fait une dérogation, j'ai osé demander, j'ai une dérogation, j'ai participé à ce prix.
Et j'ai eu le premier prix. Et Air France a eu le Matra, Air France le deuxième prix et Matra. Air France et Matra. Et Matra, oui, espace, oui. Oh mon Dieu. Bravo. Non, mais c'est... 30 ans après, bravo. Oui, mais bon, c'était peut-être facile à cette époque parce que, je ne sais pas, peut-être parce qu'il n'était pas encore... Donc, Julien Lepers vous invite dans son émission pour vous présenter à la France entière. Oh, oui, c'est ça. Mais c'est marrant parce que bon, c'était sur la Côte d'Azur, c'était sur la plage là, à Nice, et puis c'est marrant parce que le thème normalement, c'est la gueule du coin, c'est-à-dire qu'il faut présenter à la France entière qui dans cette ville, dans cette région, sur la Côte d'Azur, représente, parce que le vrai thème c'est ça, qui incarne les racines, la région. Donc en général, dans cette séquence, on passait, normalement, ça peut être un pêcheur, ça peut être un restaurateur ou quelqu'un de la région qui a fait quelque chose de typique, quelque chose de bizarre, d'extraordinaire. Et là, bon, la gueule du coin, c'était un peu, j'imagine, la région, un peu les gens dans le nord de la France qui ne découvraient pas la gueule du coin. Ben c'est vrai. Voilà, un jeune petit Africain à l'époque de 24 ans, à peine. Voilà. Camerounais. Oui. Qui est gueule du coin à Nice. Qui parfois est rebaptisé le Niçois. Oui. Ah, je ne savais pas qu'il y a Nice. Et d'autres le Strasbourgeois. Parfois, dans certaines autres émissions. Voilà. Parce que vous appelez Kézeux sans nom, donc chacun peut vous attribuer le nom qu'il veut. Vous comprenez? Vous n'y avez pas pensé? Non, pas du tout. Ah bon? Alors, j'y penserai maintenant. Docteur Séverin Kézeux, la chaîne de télévision M6, Monsieur de la Villadière, est venu à votre rencontre ici à Dubaï. Il est d'ordinaire extrêmement rare de voir des chaînes de télévision françaises s'intéresser à un noir qui a inventé ou innové. Les noirs, on les voit surtout lorsqu'ils jouent au football ou chantent du rap, sont ceci, cela, excepté la peinture. Ils doivent toucher la peinture, ça appartient aux blancs. Vous, M6, chaîne de télévision française ô combien reconnue, s'est déplacé à Dubaï pour voir. Est-ce qu'il vous a expliqué, M. de la Villadière, ce qui l'a motivé à venir à vous? Ben, je pense qu'il recherchait à l'époque à faire un reportage sur les villes du futur. Donc déjà, ce qu'on appelle les smart cities, vous entendez aujourd'hui, les villes du futur. Mais au-delà de la ville du futur, il voulait voir est-ce que la France impacte, est-ce qu'il y a des Français qui impactent les smart cities, les villes du futur. Bon, parce que vous n'avez pas ça en France ou en Europe, bon, il n'y a pas ce type de ville. Voilà, c'est vraiment, on parle de ville du futur. Et il s'est dit, est-ce qu'il y a peut-être des Français qui sont quelque part, qui impactent cela? Donc voilà comment M6 s'est mis à rechercher, est-ce qu'il y a un Français qui serait, qui aurait un impact dans le développement de Dubaï, de la Smart City. Et bon, il était confronté à l'évidence, en passant par, je pense, que les corps diplomatiques, etc., les personnes sur Dubaï, on dit, voilà la personne qui, par ces technologies, impacte fortement le développement, la construction de tous ces smart cities, toute cette ville, ce pays. Et voilà comment, je ne me rappelle même plus dans quel détail j'avais été approché par eux. Mais ça, vous savez, je me méfie en général des médias, j'aime pas trop en général. Donc, je sais que ça avait été long. Il y avait à peu près 1 mois de négociations pour que je dise OK, allons-y. Parce qu'ils m'ont rassuré sur plein de choses. Voilà, surtout le média d'un pays qui vous a mis en garde à vue parce que vous avez créé quelque chose, vous avez inventé quelque chose. Ça se comprend. Nous sommes toujours dans le Fort-Tout, donc c'est vrai que je vous ai vu jouer au basket avant cet entretien. Donnez-nous la liste de vos hobbies en dehors du basket. Vous faites quoi d'autre? Basket, oui. Oui, j'aime bien le sport. J'étais toujours sportif depuis toujours. Lazare et moi, nous avions créé à l'époque ce qu'on appelait le New Steel. New Steel, c'était au CES de Ngoumou, une équipe de football. Donc, et nous étions en 6e. Et juste pour vous dire, c'est nous qui organisions tout le championnat de tout le collège en fait, des 6e jusqu'en 3e.
Et notre équipe, qui était en fait le New Steel, et qui était en fait, comment on dit, le nouveau style, ce n'était pas qu'un style dans le football, parce que le football, c'est pas qu'on est dans le football, mais c'était un nouveau style de vie. Le New Steel, pour nous, c'était une façon de vivre, une philosophie de vie. Donc Lazare et moi, on avait ça. Donc on a embarqué avec nous une dizaine d'amis, notre groupe, parce qu'on appelle le groupe qui s'appelle le New Steel. Et le New Steel, en fait, organisé, on faisait de l'événementiel. Vous vous rappelez, nous avions 10-11 ans. Oui, tout à fait. Donc Lazare, par exemple, c'est celui qui a écrit le premier journal, qui fait partie du New Steel, le premier journal du CES. Et je me rappelle, ce jour, on avait vu, pas le proviseur, le directeur du CES. Lui, Lazare était avec moi, et pour demander cette autorisation. Et quand Lazare l'écrit, j'ai dit à Lazare, toi, tu seras le meilleur journaliste au Cameroun. À l'âge de 10 ans. À lui, on a 10 ans, on est en 6e. Je lui dis, Lazare, mais c'est ton métier. Je lui dis, c'est ton métier. Toi, tu vas faire ce métier. Parce que tu as un talent dans la narration, dans l'écriture, etc. Je lui dis tous les jours, je lui dis, ça va être ton métier. Et ça a été le cas. Donc, on avait ça, donc le sport, on faisait de l'événementiel, on organisait des soirées payantes. On était en 6e. Oui, tout à fait. Et c'est nous qui organisions les soirées. Voilà. Et puis, pour vous dire, quand nous étions en 5e, le New Steel, par exemple, l'équipe, le club, c'est marrant, nos aînés de 4e, de 3e, nous suppliaient pour venir faire partie. Donc, nous avions gagné tous les championnats chaque année du CES. L'équipe de 6e, non, le New Steel gagnait. Pourquoi? Parce que, comme on était en vue, on n'était pas que le foot, on avait un marketing en fait, une façon de voir la vie. On attirait en fait, on recrutait les gens de 3e, les plus grands footballeurs du CS, venaient dans le New Steel. Donc ce n'était plus l'équipe de 6e, c'était en fait l'équipe New Steel. Donc on était les meilleurs, on a gagné tous les championnats. Voilà. Wow. Et donc, voilà. À part le football, donc le sport que je faisais, à cette époque, je faisais du handball, puisque vivant à l'école normale, mon papa était directeur de l'école normale, donc on avait toutes les infrastructures. Donc j'ai commencé tout très jeune, j'ai joué au basketball, au handball, au volleyball, le football, ça servait mes amis tout le temps. Et voilà, et puis je suis allé à Bafoussam, c'était les arts martiaux. Les arts martiaux, j'ai fait pendant plus de 12 ans. Les arts martiaux, ça a été mon sport, on va dire, numéro 1, le karaté en particulier. Et ensuite, le sport numéro 2 était le basket, où j'étais sur la compétition. On faisait déjà depuis le Cameroun, après ça m'a suivi à Strasbourg et sur la Côte d'Azur. Donc voilà, on faisait des compétitions. À l'époque, ça s'appelait au Cameroun des Jeux au sucre. Au sucre, voilà, c'était... En 1987, dans la région de Yaoundé, c'est mon école qui gagne le sucre de football. Wow, voilà, avec mon camarade de classe Bokol Obis Parfait qui était capitaine. Voilà. D'accord. Voilà, le sucre. Voilà. Nous, on faisait le sucre de basket. Voilà. Je me rappelle, c'était en 84. C'était à Marois, on avait été. Voilà. Donc aujourd'hui, je fais toujours du basketball. Je fais du volleyball. Je fais beaucoup de tennis. Et je fais du golf. Bon, sûr. J'habite dans un sabbat de soie, j'habite dans un... Vous êtes dans le golf? Oui, dans le golf d'une part, voilà. Et oui, voilà, j'aime beaucoup d'activités sportives. Voilà. Je fais beaucoup de marches, parce que je marche et le jogging. Je fais à peu près 5 fois, minimum à peu près 5 fois par semaine de sport, assez intensif. 5 fois, j'essaie de trouver le temps. J'arrive à faire, notamment depuis le confinement, donc ça veut dire à peu près 6 mois, je fais à peu près par jour 20 à 25 km. 20 à 25 km. Sous cette chaleur? Oui, je le fais en soirée. Ça prend à peu près seulement 3 heures. J'ai 3 heures de mon temps dans la marche rapide ou le jogging. Et j'ai trouvé mon équilibre ainsi. Donc, ce qui est intéressant, c'est que je peux le faire maintenant pendant mes meetings. Donc, je suis avec mes collaborateurs, on peut être en conférence, etc., pendant le meeting. Mais moi, je suis en train de marcher. Donc, mes 3 heures, souvent, je fais 4 heures de marche
pendant ces 4 heures, soit je suis en train de me former, donc je suis des modules de formation dans plein de domaines différents. Voilà, soit je suis en train de m'informer, soit je suis en train d'administrer mon business, soit je suis dans des meetings technologiques avec mes architectes, mes développeurs, voilà. Donc je ne perds pas le temps. J'ai retrouvé ça dans mon équilibre. Donc voilà, c'est ma principale activité de hobby aujourd'hui, c'est le sport. Notamment depuis le confinement, puisque on n'a plus grand chose à faire. À part cela, maintenant, il y a trop de restrictions un peu partout. Voilà, c'est pas très marrant. Que revêt pour vous le mot amitié? Que revêt pour moi le mot amitié? Amitié, oui. Waouh! Ça va, j'avais posé cette question. Oui, on avait encore le sujet qu'il faut, voilà. Bon, là, amitié, tout de suite fidélité. Je ne sais pas pourquoi, c'est tout de suite fidélité. Le mot fidélité est lié à l'amitié. Le mot amitié, tout de suite, je vois la fidélité. Je vois le long terme. Vous avez 52 ans, et cela fait 42 ans que vous connaissez Lazare et Toundi, et vous êtes toujours amis. Oui. Nous sommes toujours amis. Albert Hilaire Anouban Momo, qui est vice-président d'une très grosse boîte. Vice-président de Trimble, sur la Silicon Valley. C'est une multinationale de 12 000 employés. Le leader mondial de tout ce qui est GPS, les GPS en fait, de la navigation. Et donc c'est le vice-président. Et non seulement vice-président, c'est le seul Africain qui a déjà, sur la Silicon Valley, atteint ce niveau de responsabilité dans une entreprise de la Silicon Valley. Donc, hormis les entreprises, voilà, je parle d'un Africain qui est dans une entreprise, donc il est numéro 2, vice-président. Mais au-delà de cela, il est, depuis très peu, ça je tiens à le dire, c'est très important, peut-être même encore plus important que son poste de vice-président, c'est le fait que depuis quelques semaines, il est en fait, c'est le président de la fondation Trimble. Wow. Donc, ce qui était tenu par le CEO, qui a fait un step back, qui lui a confié cette tâche. Donc, en parallèle, il est le président de la fondation Trimble, pour toutes les œuvres de charité, etc., du groupe Trimble. C'est un poste extrêmement important. Ça veut dire que donner un Africain, c'est-à-dire, on lui confie en fait, comment dire, c'est un poste à responsabilité, mais qui veut dire que c'est quelqu'un d'intègre. C'est l'intégrité, c'est quelqu'un à qui on peut faire confiance. Voilà. Et lui, ça fait... Mais ça ne me surprend pas. Plus de 30 ans, vous le connaissez. Et bien sûr. Le lycée classique de Bafoussam. Absolument. Nous avons passé 4 ans tous les jours ensemble, hein, au quartier, à Tamdja, à la P12, ceux qui connaissent Bafoussam. On faisait le monde tout le temps. Écoutez ce qu'ils disent de vous, écoutez ce qu'ils vous disent. Comment ils vous décrivent cette époque-là. Après, on va en parler. Séva était quelqu'un qui était très porté vers porté vers les autres. C'est pour ça qu'il était un peu comme le socialiste communiste du groupe en fait. À l'époque, on avait un groupe d'amis. À l'époque, ils étaient 3. Ils les appelaient le KGB. K étant pour Séverin Keuse. Et puis, il y avait 2 autres amis, un autre Bikaï et Guy, on les appelait le KGB parce que c'était les 3 de la bande d'amis que nous étions qui étaient vraiment pour le communisme comme la meilleure façon de repartir les richesses pour que tout le monde puisse en profiter, que tout le monde puisse avancer ensemble. Ça, c'est également la caractéristique de Séverin depuis le lycée. D'accord? C'est-à-dire que Séverin, il n'a jamais été quelqu'un de solitaire. D'accord? C'est-à-dire que ses connaissances, il les partageait. D'accord? Si tu avais le moindre petit souci de mathématiques et que tu pars le voir pour dire, s'il te plaît, aide-moi, voilà, et tout, on bossait ensemble et on bossait avec ses annales de mathématiques, ses livres de mathématiques, etc. Et on partageait absolument tout ce qu'il avait. C'est un plaisir de lui rappeler que quand nous étions plus jeunes, il était un socialiste, et je dirais même un communiste. Il aimait l'Union soviétique et on a argumenté dessus énormément. Et maintenant, je vais dire, Séverin, c'est un entrepreneur, c'est un chef d'entreprise, c'est un inventeur. Et c'est bien qu'il ait fait cette transition
j'avais 40 ans d'avance sur lui quand je lui disais que c'était ça la voie du futur. Pourtant, c'est vrai que vous étiez le communiste du groupe. Et aujourd'hui, ils sont très surpris de voir la transformation. Vous êtes devenu un capitaliste. Vous étiez oh là là. à cette époque-là. Oui, c'est vrai, c'est sacré Hilaire. En fait, Jean Bertos aussi. Bertos pareil, tous le disent, absolument. En fait, voilà, nous avions deux clans. Il y avait, vous savez, à l'époque, on est pendant la guerre froide, en pleine guerre froide. Donc nous avions deux clans, on va dire les pro-russes, j'en faisais partie, et les pro-américains. C'était Hilaire et beaucoup d'autres. On avait Jean Bertos, etc. On avait deux clans. Et on réinventait le monde, en fait. On était là, on débattait, on passait le temps, des journées entières, des heures. On lisait beaucoup de livres et on débattait, parce qu'on n'avait pas de télévision, on n'avait pas tous ces médias. Donc, on refaisait le monde. Effectivement, c'était des débats très animés, très houleux entre nous, mais toujours en bonne amitié. Mais c'était vraiment, oui, des débats. Et moi, j'étais celui qui, l'idéaliste, on me traitait d'idéaliste, de rêveur, que non, c'est pas possible. Hein, donc, Hilaire, non, nous, on est plus pragmatiques, des pro-américains. Bon, c'est vrai, aujourd'hui, il me fait tuer. Voilà, et chaque fois qu'on se voit, il me dit toujours, écoute, c'est vrai, j'aurais jamais pensé que toi, c'est vrai. C'est toi qui es là, chef d'entreprise, dans le business, c'est ça toute ta vie, alors que tu nous... Toi, c'était... le chemin inverse, quoi. Vous avez quitté la Russie pour la Silicon Valley. Oui. Et dans tous les domaines. De toute façon, étant Bamileke, je ne conçois pas qu'un Bamileke dise être de gauche. Les Bamileke sont par essence de droite. Oui, je pense que c'était... non, je pense que c'est mon humanisme. Oui, on peut être de droite et humaniste. Hein, ça, absolument, c'est mon humanisme. Et puis j'ai baigné dans, vous savez, dans le panafricanisme. J'ai grandi, je suis né là-dedans, dans mes lectures, dans toutes ces choses, de par mon papa. Dans le panafricanisme. Alors, moi, j'ai trois modèles, hein, qui jusqu'aujourd'hui sont les trois figures que vous voyez dans mon bureau. Quand vous entrez dans mon bureau, il y a trois posters. C'est derrière moi, il y a donc voilà, Malcolm X. Oui. Il y a Martin Luther King. Oui. Et Nelson Mandela. Voilà, ça se comprend. Ne cherchez pas trop, vous avez compris. Pourquoi il est humaniste, pourquoi il est panafricain, vous avez compris. Dites-moi, quelle importance aurait pour vous la famille? C'est fondamental parce que pour la famille, je peux décaler mes projets de business ou d'invention pour 1 an, 2 ans s'il le faut. Parce que l'essence même, c'est là. C'est la famille. C'est la seule chose qui peut vous faire dévier d'une route. Oui, bien sûr, tout à fait. Donc, voilà, la famille, c'est quoi? Ça consiste à penser à la future génération, leur apporter à la famille, non seulement apporter, mais aussi recevoir, parce que je ne parle pas que de la famille nucléaire, moi je parle de la famille. Parce que c'est d'une famille nombreuse. Les frères et les sœurs. Voilà, tout à fait. Les frères et sœurs, etc., les cousins. Donc, la famille, c'est fondamental. Vous savez, c'est en africain, et c'est pas parce qu'on on fait longtemps ici. Certains peuvent se dire, oui, mais voilà, après avoir fait 35 ans hors de son pays, sans être juste allé quelques semaines au total, et on se dit non, peut-être, lui, il vit peut-être comme l'occidental, etc. Non, pas du tout. Le monde est un village planétaire, donc on vit avec nos valeurs, avec nos racines. Vous me permettez de saluer votre sœur aînée qui suit un petit peu plus. Bonjour, je ne donnerai pas son nom ni son prénom. Oui. Bonjour, et je vous embrasse très fort. Vous êtes quelque part au Cameroun. De là où il est, que penserait votre père, François Tchongan, de votre parcours aujourd'hui? Que pense-t-il aujourd'hui de là où il est? Car ingénieur d'amis que les mondes ne sont pas morts. Ah, tout à fait. Que pense-t-il de vous aujourd'hui?
votre papa, François Toulon? Non, je pense qu'il me dirait, là, continue. Continue. Tu n'as pas encore réalisé ce que tu veux faire. Tu es forcément fier de fiston. Mais bien sûr, absolument, parce que je suis quelque part resté fidèle aux valeurs qu'il m'a inculquées, notamment les valeurs de respect de libertés individuelles, les valeurs de l'effort, des valeurs du travail, des valeurs de l'intégrité, voilà, l'amitié. Parce que moi, j'ai vu mon papa, ses amis, il est né, depuis que je suis né, il a eu les mêmes amis. Quand il est décédé, malheureusement jeune, hein, pour lui, hein, il avait 62 ans, c'était très jeune malheureusement. Il avait voilà, les mêmes amis, c'est les mêmes. Donc, j'ai vu cette fidélité entre eux, voilà, des amis qui sont comme des frères. Moi, j'ai vu ça, c'est mon modèle, j'ai connu ça, donc je le reproduis peut-être, inconsciemment ou consciemment. Les chiens ne font pas les chats, hein. Absolument. Et maman Cécile, votre maman qui est encore en vie. Oui, bien sûr. Comment va-t-elle? Va très bien. Très bien. Bonjour maman Cécile. J'espère vous rencontrer un de ces jours pour vous embrasser, car ce que vous avez mis au monde comme enfant, ça, je ne suis pas certain que jusqu'à la fin de ma carrière, je retombais sur quelqu'un comme vous. Il y a beaucoup de richesses dans le monde entier, venues d'Afrique, venues des 4 coins du monde. Hein. Mais je vous le dis au cœur sur la main, j'ai rencontré, fait des émissions avec Dominique Strauss-Kahn, avec tel. Mais croyez-moi, vous m'avez le plus impressionné. Et je dois vous dire merci, car lorsque je vous ai contacté fin janvier 2020, vous m'avez tout de suite répondu de manière fraternelle. Voilà pourquoi, fin octobre 2020, je suis ici, chez vous à Dubaï. Tout à fait. Posez mes questions. Je vous en prie. Mais avant peut-être de rebondir là-dessus, j'aimerais, vous avez évoqué ma mère. Oui. Et je voudrais raconter une anecdote parce que c'est important. En fait, je veux dire, là, elle ne le sait même pas. Elle ne sait pas ce que je veux dire là maintenant, la concernant. Ma maman, c'est... J'ai beaucoup parlé de mon père. Je parle en général de mon père parce qu'il m'a vraiment structuré depuis l'enfance. Je veux dire, dans mes lectures, voilà, c'est un intellectuel, donc il m'a beaucoup forgé dans plein de choses. Ma maman était infirmière. Et ma maman, en fait, si je suis ce que je fais aujourd'hui, je ne veux pas dire, comme on dit, facilement, bon, sans ma maman, je ne serais pas là. Ce n'est pas dans ce sens. Il y a un élément précis qui se produit quand je suis au cours élémentaire 2e année. Donc je suis tellement dans mes lectures et mon panafricanisme étant un enfant, mon père, je sais me poser toujours des questions, ce qui est Marcus Garvey, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Mais en fait, ma mère se rend compte que moi, en fait, quand j'arrive au CE2, l'école, je décroche. Ça veut dire, en fait, je me rappelle, je suis... parce que je n'ai pas compris l'intérêt de l'école. Moi, je suis de l'école. Je ne vois pas l'intérêt. Alors mon papa, c'est un enseignant, c'est un pédagogue, mais de par son principe de respect des libertés individuelles aussi, mon père n'est pas celui qui va vous forcer à étudier, etc. Il vous montre des modèles, mais vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Et en fait, on se rend compte que au CE2 en particulier, je me rappelle, c'est là, on fait il y avait des résultats mensuels. Premier trimestre, premier mois, en fait, c'était chaque mois, il y avait un truc. Et puis, au 3e mois, il y avait le trimestre. Et en fait, le premier mois, je suis dernier de la classe. Vous? Un cancre, oui. Vous avez été cancre, hein? Oui, bien sûr. C'est la seule année. Écoutez ce qui se passe. Je suis le dernier de la classe. Au cours élémentaire 2. OK? Didier s'en souvient. On a fait ce qu'on a. Absolument. Je suis dernier de la classe. Le premier mois. Le second mois, donc c'est novembre, je reviens, je suis avant-dernier. Mais ce qui se passe, c'est que Berthaud, à ce moment, mon ami de classe, mon ami très proche, il te remonte, hein, je n'ai pas de ses nouvelles depuis cette époque, j'ai perdu, Edgar Bencha, je ne sais pas où les... Edgar Bencha, peut-être... Bencha, voilà, s'il regarde, Edgar Bencha, Edgar,
Donc lui, il était, quand j'étais le dernier, il était l'avant-dernier. On était tous ensemble. Et les parents se connaissaient. On était tous d'une dé, on était tous, voilà, il est de Banganté, moi je suis de Bangoua, dont les parents étaient proches, on était ensemble tout le temps, voilà. Et le deuxième mois, je suis avant-dernier et lui les derniers. Je rentre à la maison. Mes parents me demandent où est ton bulletin? Parce que je rentre fou de joie. Je suis tellement content. Mes parents me disent, fais votre bulletin. Ça dit, j'ai cassé la baraque. J'ai des bons résultats. Ils imaginent, parce que je reviens. Est-ce que vous avez progressé d'un rang? Et alors, bon, je montre le résultat. Je me suis fait engueuler. Pourquoi? Parce que moi, j'étais tellement content pour une chose. Je leur dis, mais je suis avant-dernier. Mais Edgar est dernier. Donc, notre match, notre école, c'était tous les deux. On ne regardait pas ce qui se passait. On était deux. Donc, j'étais le dernier. La première fois, il était avant-dernier. Je me suis battu pour être devant lui. Il a regretté. Moi, j'ai passé. C'est bon, j'avais gagné. Pour moi, c'était OK. Donc, je dis aux parents, waouh, c'est génial. Et là, on fait comprendre, mais tu rêves là, tu es dans quel monde? Toi, tu as passé ton temps juste à vouloir challenger ton ami, mais tu ne regardes pas que vous êtes des derniers là. Et ma mère, en fait, à ce moment, je me suis fait gronder par mon père. Non, c'est pas normal. Là. Ma mère, la maman, elle m'appelle. Elle me dit, qu'est-ce qui te ferait plaisir pour Noël, en fait. Noël, donc le prochain mois sera décembre. Ça sera la note trimestrielle. Qu'est-ce qui te fera plaisir pour Noël? Dis-moi ce qui te plairait. Alors qu'on vient de me gronder, donc je me dis, qu'est-ce que ce truc? Qu'est-ce qui te fera plaisir? Non, dis-moi un cadeau de Noël pour toi. Donc nous étions à Berthois, on était isolés dans ce camp. Et moi, ce qui me passionnait, c'était la chasse. Parce que moi, c'est la forêt, la brousse. On n'avait pas ça à Yaoundé. Donc moi, c'était les oiseaux, c'était ces trucs-là. Et donc, je lui dis, ce que j'aimerais, mais bon, je ne peux pas le faire, c'est un fusil de chasse. Le fusil pour chasser les oiseaux. C'est mon rêve. Elle me dit, tu l'auras, à une condition. Tes notes là, plus jamais. Si tu viens avec une note où tu es parmi les 5 premiers, je t'offre le fusil de chasse. Je la regarde dans les yeux, je dis, maman, c'est vrai? Pas de problème. J'arrive. Deuxième de la classe. D'avant-dernier à deuxième de la classe, ouais. En un mois. En un mois. Mon fusil. On me regarde. J'ai mon fusil, moi. Tiens, mon fusil. Oh. Je l'ai eu. Ah. Je finis l'année, parce qu'il faut cumuler. Bon, j'avais quand même le retard des mois. Oui, je finis l'année 7e, je me rappelle, 7e de l'année. Voilà, je passe au CM1. Et nous allons en Ngaoundéré, nous sommes affectés en Ngaoundéré au CM1. J'arrive, le niveau est très haut, le niveau est très, très dense, parce que c'est vrai, il y avait une réputation, et ce qui était vrai, au nord Cameroun, ça c'était la vérité. À notre époque, les élèves du nord, notamment dans les matières mathématiques, enfin les calculs, tout c'était redoutable, c'était redoutable. Donc j'arrive là-bas, je rencontre les gars de Ngaoundéré, les gars de Garoua, etc. Et puis d'autres pays, d'autres régions du Cameroun, parce que tout est mélangé, partout. Mais le niveau était plus haut. J'arrive pour la première fois de ma vie, comme par hasard, pour moi c'était comme un hasard. On fait le premier mois, je suis premier de classe. Alors là, je me rappelle. Mais ça m'a surpris parce que c'était pas pour moi. Moi, c'est les autres. Moi, je suis un cancre ou bien au moyen quand je me suis battu pour avoir un fusil. Bon. Mais en fait, j'arrive premier de la classe.
c'était le déclic. J'étais premier tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Lazare me dit, je n'étais que premier. Au lycée classique, je n'étais que premier, sauf une exception. Et ensuite, en France, je n'ai été que major. À l'université Ngouakele, que ça. Que 2 années dans ma vie où j'ai rencontré quelqu'un. C'est Simon Jean-Berthos. Et je lui ai toujours dit, moi je lui dis, c'est les 2 seules fois où j'étais deuxième, c'est lui qui... Voilà. Quand on était, justement, c'est quelqu'un d'extrêmement... Moi je lui dis toujours, Jean-Berthos, il est très... Vous dites, je suis humble, mais non, bah, lui, alors c'est l'humilité en personne. J'arrête pas lui dire, et je le pense vraiment, je lui dis que c'est pour moi l'une des personnes, de toutes les personnes que j'ai côtoyées, avec qui je travaille, que ce soit au Cameroun, que c'était en France, à Dubaï, sur la Silicon Valley, des ingénieurs de Stanford, des ingénieurs du MIT, et tout ça. C'est l'une des personnes les plus intelligentes de la planète que j'ai rencontrées. Il s'appelle Simon Jean, oui, de la planète, Simon Jean-Berthos. J'en suis convaincu. D'accord, il va aimer ça. Oui. Ah, ouais. Il n'aime pas cela, justement, il n'aime pas. Je le dis tout le temps, j'ai le temps de le rappeler, je le rappelle. Parce que c'est vrai, je le pense profondément. Ouais. Dernière question pour clôturer ceci. Ce qui explique l'une de ma fierté, c'est de l'avoir dans le board de Kezan, dans ce projet, pour la résolution de problèmes complexes. Comme vous le faisiez au lycée classique. Absolument. Le duo est reformé. Ouais. Oui, dans le groupe. Ce fut comme ça déjà au lycée Absolument. classique. Un duo dans un groupe. C'est ça. Bon, comme quoi, l'histoire se répète, l'histoire bégaye. Bon, cette fois-ci dans le bon sens. C'est vrai que je pense que c'est pour la première fois que vous accordez un aussi long entretien à un média, un journaliste. Oui, bien sûr. Bon, pourquoi vous l'avez fait à GMT le plus? Alors pourquoi? J'allais dire, honnêtement, parce que j'allais dire, je ne sais même pas. C'est un feeling qui est passé, d'une part, je regardais, en fait, ce que vous faites. Vous êtes un professionnel. Vous êtes un journaliste de terrain et vous faites des choses de façon professionnelle. J'ai observé ce que vous faites. Voilà. Moi, je n'étais pas jusqu'en 2000, on va dire jusqu'en fin 2018, je m'étais redéconnecté du Cameroun. Après 2010, je suis redéconnecté. Et c'est par... J'étais sur YouTube, en fait, en 2018. Je crois que c'était peut-être en novembre, octobre. Et j'ai vu vos vidéos. Et en fait, des reportages qui m'ont, en fait, ramené à comprendre, tiens, qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Les choses bougent dans notre pays, je n'étais même pas au courant. Et là, je découvre des choses. Voilà. Sur votre chaîne, effectivement, et voilà comment je me réintéresse, en fait, au Cameroun. Et puis, je vais sur les réseaux sociaux, je commence à comprendre. Et puis là, je vois, je comprends, j'observe, j'écoute ce qui se passe. Et oui, voilà. Donc, votre professionnalisme, d'une part, et voilà, et la manière, le temps que vous laissez, justement, à des personnes s'exprimer, voilà, donc de pouvoir dire des choses. Voilà. Et là, c'est la première fois que j'ai eu le temps, je me suis dit, voilà, de m'adresser à mon peuple. Parce que là, je parle, en fait, aux Africains, aux Camerounais, aux Africains. C'est ce que je dis quand je parle de mon peuple, c'est ça. Aux Noirs en général, à la diaspora, à tout le monde. Là, je m'adresse à eux. Ce n'est pas le public auquel je m'adresse en général, où je m'adresse déjà en langue anglaise, et puis de façon, c'est plutôt dans les technologies, etc. Mais là, je m'adresse, voilà, à mon peuple. Donc, il fallait du temps, parce que je vous ai dit des choses que je n'ai jamais dit aux médias, à personne. Voilà.
Mais bon, vous avez mis le temps qu'il faut, le temps d'investigation qu'il faut, voilà, pour le faire. Voilà, je vous en félicite. Il faut encourager de telles initiatives. Je pense qu'il y a de tels médias indépendants, parce que vous êtes un média indépendant, et ça c'est important. C'est important. Je n'ai pas travaillé à la préparation de cette émission seul. Pierre Nkoko, qui est juriste et écrivain, auteur du livre Afrique-France, les gâchis français. Je le sais, je connais, mais je connais par votre émission. Je l'ai vu plusieurs fois dans votre émission, effectivement. Ben voilà, merci à toi, Pierre. Docteur Keze, sachez que vous êtes éternellement le bienvenu sur GMT+. Il suffit de claquer les doigts. D'ailleurs, je garderai un œil sur vous. Peut-être c'est moi qui venais vous enquiquiner parce qu'il faut absolument que GMT+ couvre tel événement. Il faut absolument accompagner ce que vous faites et ce que le monde va découvrir avec Kezan, la plateforme qui va à coup sûr révolutionner le monde entier. Je vous laisse le mot de fin pour vos frères, vos amis, Camerounais, Africains qui sont là. Ouais. Voilà, comme mot de fin, c'est juste faire comprendre qu'aujourd'hui, là, dans le monde qui se transforme, le monde, on va dire, physique qui bascule dans un monde digital, dans cette ère de confinement, avec ces pandémies, etc., l'Afrique, en particulier, est à un tournant de son histoire. C'est ce qu'on appelle en fait son expérience historique. L'Afrique a besoin de pas grand-chose finalement pour se libérer. L'Afrique n'a pas besoin d'une libération, comme dit, de son indépendance politique, etc. Non, la vraie indépendance, elle est économique. Et ce qui dit indépendance économique dit le développement. Et ça ne peut passer que par la science, les sciences, la technologie et l'innovation. C'est les sciences, la technologie et l'innovation qui entraînent le développement économique de pays, d'un continent. Donc, moi je vais m'adresser en particulier aux jeunes, aux futures générations, sur l'importance des études scientifiques et techniques qu'ils font. Le dire, il faut vraiment le prendre au sérieux. Il ne faut pas les faire pour avoir des diplômes. Ça ne sert à rien. Je n'ai pas envie de dire que le diplôme ne sert à rien. Ce qui importe, c'est qu'est-ce que vous êtes capable de faire de vos mains, de votre cerveau. Qu'est-ce que vous pouvez réaliser pour faire avancer, en fait, voilà, le développement de notre pays. Comment faire pour régler des vrais problèmes tels que l'électrification, l'eau, la lumière, les hôpitaux, toutes ces choses de façon pratique. Et ensuite, innover de plus en plus à tous les différents domaines. En fait, l'école doit nous permettre d'améliorer notre quotidien. Si ça ne nous permet pas de faire cela, c'est complètement inutile. Donc c'est typiquement le message que j'aimerais donner aux plus jeunes. Dans vos études, pensez à l'amélioration de votre quotidien, du quotidien de votre pays. Voilà. Maintenant, aux moins jeunes et aux entrepreneurs en particulier, j'aimerais leur dire que justement aujourd'hui, via le fonds d'investissement que je mets en place, j'aimerais accueillir, en fait, comprendre les projets sur lesquels ils travaillent ou vous aimeriez travailler, voir dans quelle mesure ces projets peuvent être financés et pas que financés, mais surtout, on va dire, encadrés, sponsorisés par notre expérience, et en particulier par mon expertise. Donc j'aimerais faire partager cette expérience à des jeunes entrepreneurs, des moins jeunes. Ce que j'appelle jeunes entrepreneurs, ça veut tout simplement dire des gens qui se lancent dans le business, voilà, et dans quelque sorte le domaine. Vous savez, voilà. Donc c'est le message que j'aimerais donner. Maintenant, le message que moi j'aimerais apporter
à nos gouvernants, à nos dirigeants en Afrique, c'est tout simplement le mot, la bonne gouvernance. Apporter, faites tout pour nous apporter une bonne gouvernance. C'est de ça dont nous avons besoin comme canevas nous permettant d'exprimer notre talent scientifique, technologique, entrepreneurial, business. Donnez-nous ce canevas, pas plus. Je vous remercie. Merci, docteur Sylvain Kézeux. Chers téléspectateurs, on se retrouve sur ce même plateau dans quelques jours, si le Covid nous le permet à Paris. D'ici là, malgré la situation difficile, gardez les yeux ouverts et surtout, dans quelques jours, téléchargez l'application Kizan. Absolument. Et découvrez comment le monde va être révolutionné par un enfant né à Yaoundé de parents bangouais. À très bientôt. Bye bye. Merci, à bientôt. Vous êtes sur JMTV+.